On peut y aller, Catherine. Ah oui, mais il n'y a personne. Les gens vont se connecter. Vas-y. Ouais. D'accord. J'ai quand même l'impression qu'on se parle à tous. On est en streaming déjà. Ok. Bonjour à toutes et tous sur la chaîne de l'Institut français, sur la chaîne Facebook de l'Institut français et sur Zoom. Je crois que certains sont encore en train de se connecter sur Zoom et c'est peut-être pas aussi rapide qu'on le souhaite. Je suis Catherine Faudry, attachée culturelle à l'Institut français et à l'ambassade de France en Serbie. Nous sommes aujourd'hui, nous ouvrons une rencontre dans le cadre des rencontres littéraires francophones, les Journées Molières, qui sont une opération qui se tient tous les ans en Serbie et nous la tenons cette année à la fois en réel dans certains cas et en virtuel dans ce cas-ci. Nous accueillons donc aujourd'hui l'auteur de bande dessinée Cyril Pedrosa, Charlotte Miquel, qui est spécialiste de la bande dessinée française et peut-être un peu internationale aussi, elle va le devenir en tout cas, on l'espère. Nous accueillons également Vuk Markovic, qui est le directeur des éditions Comico et qui publie L'âge d'or de Cyril Pedrosa, et Pavle Zalic, qui est un spécialiste de la bande dessinée en Serbie et également un spécialiste de la bande dessinée française. Je vous remercie toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui. Pour nous, c'est important que cette rencontre sur la bande dessinée et sur l'œuvre de Cyril Pedrosa qui se publie actuellement, que cette rencontre se tienne dans le cadre des Journées Molières. Pour nous, la bande dessinée, c'est évidemment de la littérature et c'est aussi un axe de notre travail qui est extrêmement prioritaire parce qu'il y a une histoire commune de la bande dessinée serbe et française, et surtout il y a une tradition serbe autant qu'il y a une tradition française, même si on peut regretter que le marché de l'édition serbe ne soit pas encore aussi dynamique que le marché français, ou que tout simplement que mais la créativité est aussi bouillonnante dans un pays que dans l'autre, et on souhaite véritablement pouvoir mettre les deux scènes en contact aussi souvent que possible. C'est la raison pour laquelle nous accueillons en Serbie Charlotte Miquel ces jours-ci, qui peut donc découvrir la scène locale, rencontrer des auteurs, des autrices, des spécialistes et des éditeurs, et faire le tour un petit peu de ce qui se passe ici. Donc voilà, nous, on est très contents donc que cette rencontre puisse se tenir. Malheureusement, elle n'a pas pu se tenir en réel à la Bibliothèque nationale comme c'était prévu initialement, mais on ne désespère pas d'accueillir en réel, en vrai, Cyril Pedrosa bientôt, peut-être dans les prochains mois, pour peut-être une autre sortie, Vuk, peut-être. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Je vous laisse le dance floor, comme on dit en anglais, et j'ai hâte de vous entendre. Merci encore à toutes et tous d'être ici. Merci beaucoup à Catherine. C'est vraiment une bonne chance d'être ici. Et je veux dire seulement quelques mots dans le commencement. Je veux dire une chose très importante, que de choisir la langue, parce qu'il y a une traduction simultanée, et vous devez trouver dans le place, il y a les boutons participants, chat, share, screen, record et choisir la langue. Alors, vous devez choisir ça si vous voulez avoir la traduction tout de suite. Et après ça, je veux dire seulement quelques mots en français sur le commencement. Je veux dire que je vous souhaite, chers amis, la bienvenue à la Journée Molière
Et comme vous avez, Catherine a dit que je suis Pavle Zelic, un écrivain, bien sûr, mais aussi un technicien de bande dessinée de Belgrade, et je suis le modérateur de la conversation aujourd'hui. Et c'est pour moi un grand honneur et un plaisir d'être ici avec vous tous à cette occasion. Et je tiens à féliciter les 70 ans de l'Institut français en Serbie. Nous sommes ici pour discuter des étonnants bandes dessinées de Cyril Pedrosa, avec le grand auteur, je peux dire, véritable maître de 9e art lui-même. Et pour savoir plus sur la scène de bande dessinée française de Charlotte Miquel, agent, mais aussi un éditeur français et professeur des bandes dessinées actuelles, qui était dans l'entreprise des bandes dessinées depuis 2 décennies. Maintenant, je vais passer au serbe, mais j'espère que nous ne perdons rien à cause de cela. Et je souhaite tout de suite remercier nos traducteurs simultanés et dire un gros désolé en l'avant si je parle parfois trop vite. C'est un sujet très passionnant pour moi et j'espère que ça sera pour vous aussi. Alors, je vais passer en serbe et j'espère que tout le monde a compris comment la traduction fonctionne maintenant. Alors, pre nego što damo reč i Charlotte, želeo bih da posebno pozdravim Dragu Hrvatitelja i velikog borca za strip. Nešto si... Koji je urednik izdavač u izdavačkoj kući Komiko i ekskluzivni izdavač Cirila Pedrosa u Srbiji. Dobro večer, dobar dan, jesi čujemo? Čujemo se, Vuče. Vuk je sa nama samo na početku tribine, pa ću ga odmah pitati par kratkih pitanja. Vuče, molim te da nam kažeš kako si otkrio Cirila i šta te je privuklo njegovim stripovima? Pa, nije teško bilo otkriti Cirila Pedrosu, budući da kogod je obratio pažnju na frankofoni strip poslednjih deceniju i po, neumitno je morao naleteti na izuzetno delo kao što su Tri sene, koje, pretpostavljam, i za gospodina Pedrosu bilo prekretnica i da možda počne da se potpuno bavi isključivo stripom, da izađe iz animacije i utrao mu je put i stekao status zaista jedne od najvećih tada nada, a danas jednog od najvećih evropskih autora stripa. Tako da, konkretno, mislim da sam negde na nekom putovanju kupio Tri sene, američko izdanje, nešto manjeg formata, to ga imam, tu imam i francusko, i tamo sam ga pročitao i rekao ovo treba objaviti. Do sada su u izdanju Komika izašla 2 stripa Cirila Pedrose, znači već pomenute Tri sene i Zlatno doba. Kakvi su dalji planovi? Pretpostavljam da će biti i drugog dela Zlatnog doba. Da li si planirao još neki njegov strip da objaviš? Da, pa Zlatna doba 2 je već prevedena i sada sigurno izlazi ove godine. Ako bi se možda realizovala ova poseta gospodina Pedrosa kasnije tokom godine ili na jesen ili do kraja godine, ja bih onda gledao da to svakako izađe pre i da bude onda prilika da kompletno Zlatno doba bude i pred čitaocima i kritičarima i da može da se onda sagleda u tom kontekstu kompletno. Dakle, svakako može da se uradi do septembra sigurno, možda i ranije. Odlično. Da li si zadovoljan dosadašnjim prijemom ovih stripova u Srbiji i kakve su povratne reakcije čitalaca? Pa da, oba rada Cirila Pedroze objavili smo u našoj najprestižnijoj ediciji, koja se zove Prvi izbor, što dovoljno govori o tome šta smo očekivali od njih, kako ih vrednujemo i sa kakvim ambicijama smo ih objavili. Recepcija je odlična, mislim to već na osnovu ovih prvih par nedelja, mislim da je mesec dana recimo od izlaska prve knjige Zlatnog doba i to prati ono što su i Tri sene pokazale. Dakle, Pedrosa je već ovde prepoznat kao jedan od
vrednih autora na koje ljudi obraćaju pažnju i koji je stekao poklonike i status zvezde, kako u Srbiji, tako i u širem regionu, rekao. Odlično. I kako se kotira, evo poslednje pitanje, u odnosu na sve stripove, ovo je možda sada ne fair što te pitam, ali da li smatraš da su ovi stripovi i svojim obimom i značajem i na neki način se izdvojili u celokupnom opusu izdavačke kuće Komiko? Pa, mislim da odskaču, mislim samim tim što autor odskače, dakle, pre svega postoji ta jedna inklinacija specifičnom crtežu koji vuče koren iz animacije, postoji taj dekor koji je često bajkovit i onda u tom bajkovitom dekoru nailazite na neke malo ozbiljnije priče, teže teme, emocije koje ne biste očekivali i taj kontrapunkt mislim da donosi jednu dodatnu vrednost. I samim tim gospodin Pedrosa nije lako uporediv sa većinom autora koje mi objavljujemo. Mislim, mi radimo mahom taj savremeni francuski grafički roman, to jeste centralni pravac u izdavačkoj kući Komiko, ali jedan od najboljih crtača je svakako Cyril Pedrosa, to je nedvosmisleno. Otprilike bilo koji kadar bi se mogao podići da se objavi na zidu od 3x5 metara i to bi opet delo fantastično. Hvala. Dobro, to se nadam da nije samo zato što je Cyril ovde prisutan, da to zaista ćeš uvek reći... Rekao sam i ranije već, mislim, možda nije zabeleženo ovako, ali možda se... Sad ostaje zauvek zabeleženo. Da, dok je internet. Da, dok je interneta, hvala Bogu. Vuče, hvala ti na ovim lepim rečenicama, vidjet ćemo se sigurno još i nadamo se, eto, kao što si... Važi, pozdrav svima, jako mi je drago, žao mi je što nismo imali priliku da pričamo uživo, ali ovo će biti super, uživajte, pa valjda će biti prilike da ovu posetu ponovimo i in vivo. Tako je, hvala ti. Pozdrav svima, bye bye. Nastavit ćemo razgovor sa Cyrilom i sada ću postaviti nekoliko pitanja. Prvo je, počeo si karijeru u svetu animacije. Oui, en fait, j'ai commencé, ce sont les études que j'ai fait. J'ai fait les études d'animation. Et puis ensuite, j'ai travaillé un tout petit peu au studio Disney qui à ce moment-là, s'était ouvert à Paris. Et c'était un moment, comme ça arrive dans un parcours d'hésitation entre des envies qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui n'amènent pas du tout dans la même direction. Et c'est la rencontre avec un scénariste de bande dessinée qui s'appelle David Chauvel qui m'a vraiment en fait, aidé à franchir le pas et à abandonner ce travail, en tout cas momentanément dans l'animation, pour commencer à faire des livres. Animacija je ipak prisutna u tvom radu. Mnogi su rekli kako su tvoji crteži fluidni. Da teču kao film. Da li pratiš aktuelnu animaciju? Ja bih rekao da tvoj stil nije Disneyevski, podsjeća me na stil filmova Cartoon Saloon, Wolf Walkers, Secret of Kells, Song of the Sea. Thomas Moore, irski reditelj, je neko kome dosta podsjeća na tvoj rad i... C'est-à-dire que je m'intéresse quand même beaucoup à l'animation. J'essaie effectivement de suivre les nouveautés, les nouveaux films, les nouveaux artistes. Il se trouve que Thomas More, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec lui, un petit peu avec lui sur un film qui s'appelle Wolfwalkers. Après, en fait, je crois que j'aimerais bien y accorder encore plus d'attention. En fait, plus les années passent, plus je reviens de plus en plus à l'animation, à la fois pour des projets personnels ou pour des envies ou des propositions qu'on me fait. Et je suis à chaque fois très très content de pouvoir
revenir à ce travail-là qui a une vraie poésie et puis une vraie force, c'est une émotion singulière qu'il y a dans l'animation qui est un peu différente de celle de la bande dessinée. Alors, juste pour dire, j'entends pas très bien la traduction. Je sais pas si toi, Charlotte, ça marche bien de ton côté. Non, ça, je pense que ça me fait pareil que toi. D'accord. Attendez, c'est parce qu'il faut couper, à mon avis, il faut couper l'audio original. Essayez de couper. Vous avez en dessous des deux français serbes et ensuite vous avez coupé l'audio original. Ah, d'accord. Couper l'audio original. Je pense que ça sera plus simple. Merci, Catherine. Drago mi je da čujem saradnju sa Tomasom Moorom. Da li ćete možda sarađivati u budućnosti, imali nekih planova na tom polju? En fait, oui, en ce moment, j'ai un projet de long métrage en animation sur lequel je commence à travailler. Et alors, c'est encore le tout début de ce projet. Et évidemment, les projets de films, c'est des projets très longs qui prennent plusieurs années et dont on a que très tard, en fait, la certitude de pouvoir les réussir, en fait. Donc, rien n'est certain en l'occurrence, mais il est assez probable que pendant les 2-3 ans qui viennent, je travaille beaucoup sur ce projet-là. J'ai aussi un autre projet dont je ne peux pas trop parler parce qu'il est assez secret pour l'instant en tout cas, mais qui est un projet où je travaille avec un réalisateur d'animation que j'admire beaucoup. Et là, c'est un travail qui est un peu plus en retrait, c'est-à-dire que je me mets au service de son projet, mais tout ça est très réjouissant parce qu'il y a aussi ce plaisir qui est un peu absent en bande dessinée, du travail collectif et de cette idée de à la fois mettre son talent au service d'un projet qui n'est pas forcément le sien et aussi recevoir le talent des autres et se l'accaparer même au service de ces projets. Et c'est quelque chose qui est extrêmement enthousiasmant. U tvojoj ranoj strip karijeri si radio po tuđem scenariju. Kako si odlučio da postaneš kompletan autor? En fait, le rapport que j'ai au scénario est comment le qualifier? Disons qu'il était difficile au début. J'avais très envie d'écrire quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, mais j'étais vraiment en grande difficulté pour y parvenir. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que pendant un temps, je n'étais pas tout à fait certain de réussir à devenir un auteur de bande dessinée parce que j'étais en panne. En fait, à chaque fois que je tentais d'écrire quelque chose, je n'y arrivais pas. Et de ce point de vue-là, la rencontre avec David Chauvel a été déterminante parce que lui, il est arrivé avec un scénario qu'il m'a proposé et c'est en travaillant avec lui d'abord que j'ai appris à faire de la bande dessinée, vraiment concrètement. D'abord parce qu'il était un peu plus aguerri que moi et puis parce qu'en fait, c'était aussi une époque où il était possible de devenir auteur de bande dessinée en faisant des livres. Je pense que c'est peut-être un peu moins vrai maintenant. On aura l'occasion peut-être d'en discuter avec Charlotte après. Et puis, comme j'avais cette envie d'écriture qui était tout le temps là, c'est quelque chose auquel je me confrontais régulièrement. Et après, c'est comme toute activité, c'est-à-dire que c'est à force de me mettre au travail, petit à petit, j'ai réussi à écrire des fragments d'histoire. Et puis ensuite, un premier livre qui s'appelait Les Cœurs solitaires, qui est le premier livre que j'ai fait tout seul. David m'a beaucoup encouragé à cette époque-là pour le faire, en me soutenant. Et petit à petit, disons que voilà, j'ai pris un peu de confiance en moi et aussi de plus en plus de plaisir à le faire. Ce qui fait que maintenant, je crois que je prends autant de plaisir à écrire qu'à dessiner. Sada bih uključio i Charlotu, pošto je period o kojem pričamo, verovatno u vreme kada je Cyril postao kompletan autor, je i vreme kada si ti otkrila Cyrila. Kako se to desilo? Oui, c'est un peu ce que disait son éditeur, c'est-à-dire que quand on est dans la bande dessinée, même si moi je suis dans une sphère qui est un petit peu différente de celle dans laquelle évolue Cyril, si on est curieux et qu'on s'intéresse, forcément on connaît les grands noms et Cyril en fait partie. C'est un nom qu'on entend et du coup c'est des bandes dessinées qu'on découvre assez naturellement. Kakva je strip scena u Francuskoj bila 20 godina, a koliko se promenilo među vremenu?
Donc moi, j'évolue depuis 20 ans dans la scène qu'on appelle la scène de la bande dessinée alternative. Donc moi, j'ai commencé à travailler à la maison d'édition, enfin pour la maison d'édition qui s'appelle l'Association, hein, qui est l'éditeur de Persépolis, l'Ascension du Haut-Mal, Lewis Trondheim, Johannes Farr, etc. Alors, moi, quand j'ai commencé, c'est au début des années 2000, c'est une maison qui existait depuis 10 ans. Et puis, à cette époque, dans les années 90, a fleuri quelques maisons d'édition qui ont renouvelé un peu les standards de l'époque avec des thèmes qui étaient différents de ceux qui étaient en cours dans ces années-là. Donc, c'est une bande dessinée qui s'ancre quand même dans le réel, mais plutôt du côté de l'intime. Donc, il y a eu beaucoup d'autobiographies. Si c'était des bandes dessinées historiques, c'était des bandes dessinées qui partaient d'histoires personnelles. Donc, c'était beaucoup la petite histoire qui rejoint la grande, comme par exemple Persépolis. C'était une bande dessinée qui parlait beaucoup du médium. Il y avait beaucoup de théories, de patrimoine, mais aussi des cousins éloignés. Donc, c'est comme ça que l'association a édité Zoographe. Donc, c'est des choses et des prises de risque que des gros éditeurs ne faisaient pas forcément. À l'époque, il y avait, dans les années 90, pas énormément d'éditeurs de ce type. Et puis, voilà, le fait que ce soit des éditeurs qui, souvent, avaient d'autres métiers à côté, ne se payaient pas forcément, ça a fait que des structures associatives d'édition se sont développées. Il se trouve que, alors il y a des chiffres, hein, dans les années 90, c'était 500 bandes dessinées par an, je ne les ai plus en tête, et puis en 2016, c'était 5000. Donc il y a vraiment un contexte de surproduction qui met les auteurs en grande difficulté. Parce que même si le marché grossit, hein, donc le chiffre d'affaires global de la bande dessinée est en augmentation, mais par titre, il est en baisse. Donc les livres ne peuvent pas rester en librairie très longtemps. Et les droits d'auteur sont, quand on n'est pas un auteur qui vend beaucoup, de plus en plus petits. Voilà, c'est ça la situation en France. Mais après, il y a toujours des bandes dessinées qui se vendent bien, il y a toujours des maisons d'édition qui se portent bien. Voilà. Ovim je odgovoreno na moje sledeće pitanje, a to je da li je bolja pozicija autora danas, ali bih se možda nadovezao sa pitanjem da li je elektronsko izdavaštvo omogućilo da autori budu slobodniji i da dopru do više čitalaca. De quoi on parle Online stripovi, da li je elektronska verzija stripa prisutna na tržištu ili dalje ljudi više vole da imaju hard copy? Alors, j'ai l'impression que ça reste quand même très anecdotique. Après, il y avait ce magazine numérique dont Cyril a fait partie, enfin, a été même un des initiateurs, qui a été vraiment une source de découverte et d'expérimentation en termes de création numérique vraiment géniale. Enfin, peut-être Cyril, tu peux en parler, enfin, tu en parleras sûrement mieux que moi. C'est vraiment très dommage que ça n'ait pas continué, même si je crois que c'était très chronophage. Et après, il y a les webtoons qui commencent un peu, hein, c'est Dupuis qui a lancé son webtoon, mais je crois que ça reste quand même pas assez minoritaire. En fait, je crois que les gens aiment acheter des livres, acheter des bandes dessinées. Peut-être. Hvala, to je nešto što sam hteo i Cirila da pitam vezano za projekat Profesor Ciklop i kakav je bio uspeh tog projekta i da li ćeš još nešto tako raditi u budućnosti? Similaire, je ne sais pas. En fait, je retiens de cette expérience des choses, disons, des éléments contradictoires. À la fois, je trouvais que c'était une très belle aventure éditoriale où on avait. C'était un travail collectif porté par plusieurs auteurs. Dont je faisais partie, mais il y avait Gwen de Bonneval, Fabien Vellman, Bruno, Hervé Tancrel qui participaient d'une manière très très active
à l'animation de ce magazine, qui était avec un mode de financement qu'on avait essayé d'inventer, parce que je pense qu'une des difficultés de la bande dessinée numérique, c'est de trouver un modèle économique qui permet à la fois de financer les outils technologiques nécessaires à la diffusion de cette bande dessinée, mais aussi de financer la création, parce qu'évidemment, on était bien placé pour savoir que la création, ça a un coût et une valeur, et qu'il est important de trouver une économie qui permette de rémunérer les auteurs décemment. Et à cette époque-là, on avait inventé un modèle qui était un mélange entre un système d'abonnement et et une partie du magazine était diffusée gratuitement par la chaîne de télévision Arte, qui est une chaîne franco-allemande. Et c'était un modèle qui marchait pas si mal, en fait. Avec le recul, je crois par exemple que peut-être qu'on aurait eu intérêt même à aller encore plus loin dans le partenariat avec la chaîne, si elle l'avait souhaité, bien sûr, parce que c'est pas tout à fait certain, mais en actant le fait qu'on produisait une bande dessinée numérique consultable gratuitement par les usagers, mais en contrepartie avec une rémunération mise en place par la chaîne, en fait comme n'importe quel programme audiovisuel qui est financé. Je pense que c'est une des difficultés pour trouver du lectorat, c'est qu'à la fois il n'y a pas beaucoup d'usage en matière de lectorat numérique, et puis il y a toujours ce problème de la monétisation en fait de l'accès au contenu numérique. Ça demande vraiment, il y a un acte de conviction qu'on demande aux usagers, et qui est difficile à mettre en place sur des usages qui n'existent pas encore. Et en l'occurrence, la bande dessinée numérique qui était dans Professeur Cyclope proposait des tas d'expérimentations dans la manière de raconter les récits, plein de formats différents, ce qui était, à mon avis, vraiment destiné au tout public. Il n'y avait aucune volonté en fait, de restreindre le lectorat. On voulait vraiment s'adresser au plus grand nombre, mais évidemment, ça impliquait malgré tout que les lecteurs soient prêts à payer pour quelque chose dont ils ignoraient ce qu'ils allaient trouver. En fait. Donc il y avait un côté aventureux qu'on leur demandait. Je crois que c'était beaucoup leur demander. Et aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais la force, l'énergie, l'envie ou même les idées en fait, pour repartir sur un projet comme ça, mais je suis sans doute que d'autres le feront de toute façon. Hvala. Hteo bih da kažem samo nešto kratko o stripu Tri Sene. To je moćan strip koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. Zašto misliš da je to tako? Je ne sais pas du tout. C'est très difficile de répondre à cette question-là, parce qu'il y a toujours et c'est normal et inévitable, une très grande différence entre ce qu'on essaye de mettre dans un livre, soit, et puis l'écho qu'il trouve auprès des lecteurs et lectrices, et qui a un écho assez singulier, parce que l'expérience de lecture est une expérience singulière. Je suppose que, bon, évidemment, le sujet qui est autour disons, du deuil, et puis, mais à travers un récit, à travers plutôt la forme d'un conte, fait peut-être qu'il y a quelque chose de potentiellement universel dans la forme et dans ce que ça raconte. Enfin, ça c'est une hypothèse, parce qu'en même temps, évidemment, c'est pas moi qui vais prétendre que j'écris des choses universelles, hein, mais je sais pas, en fait, c'est difficile de l'expliquer. C'était une surprise, en fait, pour être tout à fait franc. C'est marrant parce qu'il y a un petit lien entre Trois Ombres et l'association, parce que il se trouve que en fait, j'avais envie de l'envoyer, ce projet, à l'association il y a très longtemps, et comme j'étais assez intimidé en fait par l'association, parce que j'étais vraiment très impressionné par le travail de cette maison d'édition, j'avais l'occasion d'avoir un contact avec Lewis Trondheim, qui est un des fondateurs de l'association, et je lui avais parlé de ce projet, et il m'avait un peu déconseillé de l'envoyer. La volée. mais par contre, il m'avait beaucoup encouragé, et d'ailleurs, en fait, il est devenu l'éditeur de ce livre en créant le label Shampoing. Mais enfin, c'est pour dire que c'était étrange, parce que c'était un moment où j'avais plutôt envie d'arrêter de faire de la bande dessinée, et parce que j'avais l'impression de me perdre, de ne pas trouver ce que je voulais faire. Et dans un moment où j'essayais de trouver une voie singulière, un peu comme une espèce de dernier, je sais pas, élan, quoi. C'est marrant que j'ai vraiment pensé à l'association, parce que c'était un événement éditorial. Enfin, évidemment que ça existait déjà depuis pas mal d'années, hein, l'association, quand j'ai fait ce livre, mais c'était vraiment, en tout cas, et ça l'est toujours d'ailleurs, un moment marquant dans le panorama de la bande dessinée française, comme vraiment un espace qui s'ouvre pour les auteurs aussi, et pas uniquement pour les auteurs qui animaient cette structure-là.
Hvala. Charlotte, kako je na tebe delovalo pojava stripa Tri scene i kakav je utjecaj imala na tržište i da li je pomogla autorima da nađu svoje mesto i da se autorski strip bolje pozicionira? Alors là, c'est un peu une colle. Il faudrait demander à l'éditeur de Trois Ombres, c'est-à-dire Lewis Trondheim de la collection Shampoing. Sans doute que ça ouvre des perspectives à la fois dans la thématique et dans la maîtrise narrative, graphique. C'est très enthousiasmant. Je pense que ce qui fonctionne, c'est vraiment une histoire, enfin, le choix du conte, c'est une histoire de mise à distance, du coup, qui permet évidemment d'aborder des sujets douloureux tout en gardant cette pudeur, voilà, qui fait que ça fonctionne très bien. Moi, j'ai une question pour Cyril, je peux? Ouais. Enfin, le graphisme de tes bandes dessinées, il varie vraiment beaucoup d'un livre à l'autre. Il y a le choix de la couleur ou pas, par exemple. Enfin, là, l'âge d'or, c'est des couleurs très chatoyantes, très vives, vraiment avec un panel très, très varié et très flamboyant. Et puis Trois Ombres, bon, évidemment, ça va avec le thème, hein, c'est noir, avec des changements aussi dans la palette graphique, des choses très fines, et puis tout d'un coup, beaucoup plus appuyées, beaucoup plus contrastées. Alors évidemment, j'imagine que tu choisis ton style graphique selon ce que tu as à dire, mais on sent une évolution aussi dans le dessin assez forte, en fait. Enfin, on sent une volonté de se mettre en danger, de prendre des risques. Comment ça marche, en fait, cette création? C'est vrai que je pense que une des difficultés que j'ai eues, c'est que comme j'ai commencé effectivement dans l'animation et que c'est quelque chose qui m'a formé, mais aussi peut-être d'une certaine manière un peu formaté, surtout en venant de l'animation de studio, où il y a vraiment, tu sais, un rapport au dessin très particulier, une manière très particulière de codifier, etc., et de raconter le mouvement. Et moi, mon apprentissage, je l'ai fait avec ça. Et à la fois, au début, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me donnait des clés pour aborder le dessin, et parce qu'on est un peu démunis, évidemment, quand on commence à faire des livres. Et puis, au bout d'un moment, je me suis senti vraiment, effectivement, enfermé là-dedans. Et j'avais l'impression de tourner en rond. Et surtout, il y avait un truc assez bizarre. Peut-être que c'est lié à l'époque, mais je pense que c'est vraiment un problème de maturité. C'est que j'étais vraiment persuadé, quand j'avais 25 ans, que c'était indispensable d'avoir un style, tu sais, d'avoir quelque chose, je ne sais pas, qui soit extrêmement reconnaissable tout de suite. Et puis quand même, au bout de 3-4 livres, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être un peu vain et un peu absurde, et que c'était pas ça le sujet, en fait, et que le sujet, c'était, comme tu le dis, c'est sans doute d'essayer de trouver le dessin qui va être le plus au service de son histoire, et que du coup, il n'y a aucune raison particulière de dessiner deux fois de la même manière, puisque a priori, chaque histoire qu'on raconte est différente. Et surtout donc, après, quand on en a les moyens. Quand on a une maîtrise telle voilà, de son dessin comme tu l'as. Mais tu sais, en fait, je pense que pour tout dessinateur et dessinatrice, c'est la même chose. On a tous des limites. Et en même temps, ces limites, elles sont hyper importantes parce qu'elles nous caractérisent. C'est justement parce qu'on bute sur quelque chose, qu'on trouve des solutions. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, qui nous singularise aussi, je trouve. Notre manière de faire avec nos incapacités. Je trouve que c'est souvent quelque chose qui définit une ligne dans notre travail. Bien plus que je ne sais quelle virtuosité ou je ne sais pas quoi, qui est quand même toute relative, en fait. Et puis après, il y a le temps, parce qu'évidemment, comme ça fait maintenant 20 ans en fait, que je fais des livres, il y a l'envie, forcément, au bout d'un moment, parce qu'on ressent de la lassitude avec soi-même ou avec son propre travail, enfin, tu vois, et comme beaucoup d'auteurs ou autrices, je pense, de retrouver l'élan, de retrouver l'appétit, de retrouver de l'énergie, et effectivement, et du coup, parfois de se mettre un tout petit peu en difficulté, mais enfin, de manière modeste, hein, quand même, mais parce que ça fait du bien, c'est stimulant, et puis, mais ça passe aussi parfois dans le travail, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à traverser ça, par des moments aussi de rejet de la bande dessinée. J'en ai vraiment ras-le-bol de ce médium, et j'ai l'impression de
de tourner en rond. Enfin voilà, donc c'est des solutions aussi pour retrouver de l'élan, en fait, je crois. Pitao bih još nešto o Portugalu i autobiografskim stripovima. Da li je to bio neki prelomni trenutak u karijeri? I da li je treba autor da se pomiri sa prošlošću, da tek onda može da ide dalje u projekte? Bon, je crois que les auteurs ou les autrices n'ont vraiment aucune obligation. Donc, c'est véritablement une question de désir en soi. En fait, qu'est-ce qui nous anime, quel est le moteur de nos récits. Effectivement, il y a eu une évolution dans mon travail avec quelque chose qui est de... En fait, c'est-à-dire que faire des livres, au fil du temps, est devenu de plus en plus un moyen personnel d'essayer de répondre à des questions. C'est un luxe, en fait, de pouvoir passer autant de temps, 2 ans, 3 ans, sur un sujet qui me préoccupe vraiment et d'essayer d'y apporter des réponses d'abord pour soi-même et ensuite et d'en faire un livre si éventuellement on a l'impression que là, il y a quelque chose à partager. Mais je dois dire quand même que dans ce travail-là, j'ai quand même vraiment l'impression que tout cela n'a été possible comme mouvement intérieur que parce que j'ai la chance de vivre dans un paysage éditorial extrêmement riche. À la fois, ce qu'il faut dire par là, c'est que c'est à la fois ce paysage éditorial permettait que ce travail-là puisse être publié, etc. Mais surtout, ce qui est certain, c'est que je n'aurais jamais écrit Portugal, par exemple, si Marjane Satrapi n'avait pas écrit Persépolis et d'autres. On s'inscrit toujours dans une histoire. Moi, je suis un lecteur de bande dessinée, mais pas uniquement de bande dessinée. Mais ce qu'on fait, enfin, je crois que ça vient jamais de nulle part. C'est pas comme une espèce de lumière qui jaillit tout à coup. En réalité, moi, j'ai toujours été énormément influencé par ce que j'ai lu. J'ai plutôt été encouragé à prendre un peu plus de risques sans doute que je ne l'aurais fait naturellement. Je suis sans doute pas un auteur qui aurait créé moi l'association quand j'avais 25 ans. J'avais pas le tempérament pour ça, mais par contre, c'est ce qui est certain, et comme je crois pour beaucoup de gens en France, le travail de ces auteurs et de ces autrices, à la fois individuellement et la place que ça a pris dans le paysage éditorial, mais comme d'autres maisons d'édition indépendantes qui sont nées à ce moment-là, ça a été déterminant, pour moi en tout cas, c'était comme de recevoir des autorisations, en fait. Certains auteurs n'en ont pas besoin, moi j'avais besoin d'autorisation. Voilà. Oui, c'est sûr que ça a ouvert des possibles pour des générations et des générations. Mais je crois. Pređemo sada na strip Zlatno doba. Strip koji me je jako iznervirao. Taman kada smo bili spremni da saznamo šta je tajna za kojom traga princeza Tilda, priča se prekida i ja ne znam šta se desilo dalje. Šalim se naravno, ali da li ste razmišljali da izdate ceo strip kao integral da bismo ga, kako bi se reklo u TV serijama, improvali? Ah non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le scénario de cette histoire que j'ai écrit avec Roxane Morey, en réalité, au départ, on avait prévu d'écrire un seul livre, en fait. Et on a écrit l'intégralité du scénario de ce livre ensemble. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à le dessiner, je me suis rendu compte que la pagination allait être vraiment importante. Très vite, enfin, je me suis rendu compte que c'est probablement un livre qui allait faire 500 pages ou quelque chose comme ça. Et alors, j'ai eu une espèce de mélange de... en fait, un peu d'effroi en me disant que je me sentais pas forcément capable de tenir pendant 5 ans ou 6 ans seul à dessiner ce livre. Enfin, en tout cas, voilà, je me suis dit que ça allait demander une énergie particulière que je n'aurais pas forcément. Et puis après, il y avait aussi vraiment un problème, pour le coup, tout à fait pratique et éditorial, qui était que
le coût des livres, enfin, et le prix des livres tels que les commercialisent, par exemple la collection Air Libre, qui est mon éditeur, je me suis dit, mais c'est un livre qui va coûter une fortune. Enfin, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, ce qui fait que assez rapidement, quand on a fait ce constat-là avec Roxane, à ce moment-là, on a décidé de scinder le récit en deux, ce qui marchait bien. On n'a pas eu grand-chose à réécrire, on a eu des tout petits bouts de petites, vraiment des fragments de l'histoire à modifier, mais c'était déjà un livre qui était en deux mouvements, en fait. Il y avait disons, un grand mouvement, on va dire, plutôt lumineux, et ensuite un grand mouvement plutôt sombre, et c'était assez facile d'en faire deux livres. Zanimljivo pitanje. I tri scene i Zlato doba se na isto dešavaju na zemlji. Ali nismo sigurni jer je geografija čudna, istorija je čudna. Da li se to dešava na planeti Zemlji? A priori, oui, en tout cas, ou alors, disons, sur une planète remplie d'humanoïdes. Non, mais disons que c'est la particularité, le principe du conte, en tout cas, c'est quand même qu'il se passe ici, pas forcément maintenant, mais ici, dans un quelque part qui n'existe pas, et c'est toute la force du conte, justement, c'est ainsi à la fois de mettre à distance un peu, en tout cas de mettre à une distance qui est parfois nécessaire, c'était le cas de 3 ondes, mais même dans le cas de l'âge d'or, c'est-à-dire que ça nous décentre un tout petit peu, et d'une certaine manière, bizarrement, comme ça nous décentre, ça abaisse certaines de nos défenses, en tout cas que les lecteurs ou les lectrices peuvent avoir, et ça permet de dire beaucoup plus de choses, peut-être d'une manière plus percutante qu'en étant dans un récit plus réaliste. Enfin là, je parle dans des grandes généralités, enfin, il pourrait y avoir un gros débat là-dessus, mais en tout cas, il y a une singularité du conte et qui offre certains résultats très, très efficaces en fait en termes de récit. Pitanje za Charlotte, pre nego što pitam više Sirila na ovu temu. Zlatno doba je i politički strip. Koliko je važno da stripovi, čak i ako su fantastični, sadrže taj element? Alors, je ne sais pas si on peut qualifier l'âge d'or de bande dessinée de genre chevaleresque ou aventurier, mais souvent, alors c'est pas une bande dessinée de genre, enfin de série Z ou je sais pas, mais en tout cas, c'est souvent la forme permet d'aborder des questions bien plus profondes. En fait, c'est souvent la fonction du genre. Je me suis posé la question du coup en lisant l'âge d'or, est-ce que ça permet beaucoup plus facilement d'aborder des questions de fond, des questions politiques, d'une manière moins frontale et du coup plus séduisante et évidemment plus intéressante de questionner son environnement, quoi. Zlatno doba počinje kao avantura i istorijska fantazija, ali se pretvara i u strip o jednoj revoluciji. I da li je ta revolucija inspiracija francuska revolucija ili potraga za nečim mnogo starijim od povratka demokratiji? Disons que ça ne fait pas référence à la Révolution française, mais ça fait référence à l'esprit de révolution et surtout à l'espoir général de l'émancipation. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'on a essayé d'évoquer avec Roxane, c'est la permanence du désir que autre chose advienne et que cette autre chose qui peut advenir et qu'on souhaite voir advenir, c'est toujours une invention, c'est très souvent invisible dans l'instant où on l'espère, c'est impossible à décrire.
Si vous prenez l'exemple effectivement de la Révolution française, je pense que personne en 1788 avait la moindre idée de ce qui allait se passer quelques années plus tard et quelle forme prendrait le nouveau régime politique, quelle forme prendraient les nouveaux équilibres sociopolitiques à l'intérieur du pays, que ce soit en France et ensuite à travers le monde. Et pourtant, autre chose est advenu, autre chose que l'ancien régime. Et comme on ressentait avec Roxane aujourd'hui, une envie qu'autre chose advienne, quelque chose qui, pour faire court, dépasse le capitalisme, on va dire. Et ben et comme c'est difficile à nommer et à décrire, c'est très pratique pour ça, effectivement, comme le disait Charlotte, de se réfugier à travers le conte, à la fois parce que ça permet de désamorcer un peu les préventions du lecteur. Dès qu'on dit anticapitaliste, les gens font « ouh », alors que si on lui raconte des histoires de chevaliers et de pouvoirs magiques, il accepte un peu plus de nous suivre. Et puis, disons que le fait de construire ce récit dans un référent de fable plutôt médiéval, je pense que c'était quand même vraiment un moyen en fait, d'obtenir presque d'emblée l'adhésion du lecteur ou des lectrices à l'idée que tous ces personnages ont évidemment raison d'espérer qu'un autre monde advienne, puisque nous savons tous que le monde féodal s'est écroulé, que nous vivons d'autres aliénations, bien sûr, mais en tout cas, ce monde-là s'est écroulé. Et nous savons aussi que pendant très longtemps, les hommes et les femmes qui vivaient sous ce régime féodal espéraient de tout leur vœu que ce régime s'écroule, même s'ils étaient dans l'incapacité de savoir comment et quelle autre forme pourrait prendre ce monde. Donc, c'est vraiment un moyen d'utiliser nos références communes pour essayer de parler de quelque chose, effectivement, d'un espoir de révolution aujourd'hui, quoi. Ne želim da otkrivam previše iz zapleta. Ali ću samo jedan detalj izdvojiti. U jednom trenutku izdana princeza Tilda se nalazi u jednoj komuni u kojoj žive samo žene. Tamo nema gospodara, vlada jednakost, pravda i uzajamno poštovanje. Da li je to zlatno doba na mikroplanu? Dans le récit, c'est effectivement clairement les femmes qui vivent dans cette communauté, disons sous l'autorité ou comment dire, non, sous l'autorité, c'est pas le mot juste, en tout cas menée par la doyenne de cette communauté qui s'appelle Abigail. Ce sont des femmes qui ont mis en œuvre concrètement les préceptes de l'âge d'or tels qu'ils sont décrits dans le livre, avec cette idée malgré tout, enfin pas malgré tout, avec cette idée que pour que cette communauté et cet esprit puissent être vivants, préservés et sécures, il faut pour ça que cette communauté vive cachée, et cachée en particulier de la fureur des hommes. Quand je dis des hommes, c'est du genre masculin en particulier. Il y a vraiment cette idée d'une vie qui se construit en se mettant à l'écart du monde pour pouvoir déployer tout ce qui anime ces femmes, tout ce qu'elles désirent vivre, etc. Mais d'une certaine manière, comme certaines communautés, enfin comme beaucoup d'expérimentations anarchistes, ou comme une ZAD qui va se mettre d'un pas de côté par rapport à, disons, aux institutions, etc., pour pouvoir y échapper, en fait. Voilà, en fait, c'est un phénomène, un mouvement assez classique et très opérant dans les mouvements et dans les luttes. Da li to znači da velike ideje kao komunizam mogu da funkcionišu na maloj zajednici, ali ne kada se podignu na veliki nivo kao Sovjetski savez ili bivša Jugoslavija? Bon, je n'ai pas d'avis définitif là-dessus. Je crois quand même, il me semble qu'une des difficultés des structures politiques des groupes humains, c'est vraiment le risque de l'enfermement institutionnel, quelle que soit l'échelle. Je pense que, quoi qu'on en pense,
pardon, je pense quoi qu'on en pense. Je pense que vivre dans une communauté, c'est difficile, c'est complexe. Si je prends l'exemple des ZAD, je ne sais pas si ça existe en Serbie, mais qui sont des zones à défense, c'est-à-dire que c'est des endroits occupés par des groupes, en général dans le cadre d'une lutte, souvent environnementale, mais pas tout le temps. Et les communautés qui vivent là, elles ont des règles qu'elles définissent ensemble, dont les membres de la communauté organisent entre eux, etc. Mais tout ça ne marche qu'au prix de beaucoup de travail, beaucoup d'élaboration collective, beaucoup de remise en question, et surtout avec effectivement, je crois, une plasticité institutionnelle, et qui est évidemment plus difficile, enfin évidemment non, qui est plus difficile à mettre en place à l'échelle d'une nation. Mais pour autant, je crois que ça c'est indépendant, disons, de la pensée politique qui soutient ça, c'est-à-dire que dans l'absolu, on pourrait peut-être imaginer des institutions plastiques, même sous un monde néolibéral, ce serait peut-être possible, sauf que je pense que le monde néolibéral ne le souhaite pas, a besoin d'institutions sur lesquelles il peut s'appuyer pour mettre en œuvre sa politique économique. Mais voilà, je pense que c'est le risque de l'institution par principe de nous enfermer. Et dès lors qu'une institution ne permet pas d'être mise en question, n'offre pas la possibilité, pour le coup institutionnelle, justement d'être remise en question, là on est en risque d'être aliéné, tout simplement. Neke od tema koje se pojavljuju i u ovom stripu i u drugim mojim stripovima, ali je ovo pitanje za Charlotte, jesu ekologija, feminizam. Da li su to teme koje dominiraju u alternativnom stripu u Francuskoj? Charlotte. Alors, qui prédomine peut-être, je dirais peut-être pas jusque-là, mais enfin, en tout cas, c'est des thèmes, oui, qui préoccupent certaines personnes et qui donnent lieu à des bandes dessinées. Alors, en effet, en France, on a la chance d'avoir un paysage éditorial extrêmement vaste. Où j'ai l'impression que les publications sont aussi diverses que les centres d'intérêt des uns et des autres. Et donc, évidemment, le féminisme donne lieu à beaucoup de bandes dessinées, l'écologie aussi, tous les thèmes contemporains. Alors, il y en a beaucoup dans l'édition alternative, mais dans la bande dessinée plus classique aussi. Mais alors après, sous d'autres formes qui vont être... peut-être justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, des bandes dessinées de genre, et puis on parle de choses plus profondes. C'est peut-être des choses moins frontales que la manière dont l'édition alternative va les proposer, où ça va être des essais dessinés. Mais il y a aussi toute cette nouvelle bande dessinée, le journalisme en bande dessinée. Moi, j'ai travaillé... ma dernière expérience professionnelle, c'était dans une revue de journalisme en bande dessinée. Alors, j'en ai pris un exemplaire à la médiathèque. Je vous le montre. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Voilà. Ça s'appelait le Topo. Donc, c'est du journalisme en bande dessinée pour les adolescents. Et c'est la version ado de la revue dessinée. Voilà. Et ça, donc la revue dessinée, c'est un trimestriel qui marche très, très, très bien et qui aborde des sujets de journalisme. Entièrement en bande dessinée, donc la revue fait plus de 300 pages, je crois. Voilà, et tout est en bande dessinée, et donc c'est vraiment une forme qui permet, que les gens apprécient vraiment énormément, qui permet d'avoir des connaissances et des informations sur un sujet. Et j'ai presque envie de dire que si on a envie d'aller plus loin, on va acheter l'essai qui correspond, ou voilà, Mais enfin, en tout cas, c'est un bon moyen d'avoir une dose d'informations et de manière ludique, parce qu'on sait tous ici, tous et toutes, que la bande dessinée est vraiment un moyen extrêmement agréable de lire plein de choses. Et puis, le dessin permet aussi des conceptualisations, des représentations, de parler de sujets vraiment complexes, de vulgariser. Enfin bon, voilà, je ne vais pas développer autour des capacités du médium, mais voilà, après, ce qui est vraiment super, c'est de constater la capacité du médium à toujours élargir son lectorat, quoi. Ça, c'est la force de la bande dessinée. Jako mi je drago da čujem to.
I shvatam da strip ne mora da bude samo eskapizam. Već može da prenese važne informacije. Sada bih pitao Šarlotu dodatno pitanje. I to pred Cirilom da kaže. Ko je omiljeni autor s kojim najviše sarađuje? Oh là là. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Šalim se. Je sais pas. Bah, ah bon? Da, naravno. Sa koliko autora trenutno sarađuje? Alors moi, dans mon agence, alors je représente 14 artistes, il y a 3 illustrateurs et illustratrices, donc 11, non 4, pardon, il y a un graphiste aussi, donc 10 auteurs de bande dessinée. Je n'ai pas réussi à avoir la parité, malheureusement, ça me rend très triste. Mais il faut dire qu'en France, seuls 27% des auteurs de bande dessinée sont des autrices. Donc, bon, voilà, je fais ce que je peux. Donc, je travaille dans l'agence avec une dizaine, enfin, avec 10 auteurs de bande, 10 auteurs et 10 autrices de bande dessinée. Et puis, par ailleurs, je suis éditrice pour les éditions Le Mont en l'air, qui est une toute petite maison d'édition. Et on édite 3 à 4 bandes dessinées ou livres ou dessins par an. Donc, voilà, une quinzaine de personnes. Upravo to sam hteo da pitam za izdavačku kuću. Koliko je teško biti mali izdavač u Francuskoj danas? I naročito u kontekstu pandemije i nemogućnosti da se organizuju promocije. Oui, c'est difficile parce qu'il y a donc énormément de concurrence. C'est très difficile de se démarquer aussi. En fait, il y a eu toute cette nouvelle bande dessinée donc, qui a favorisé les fabrications en fonction des projets. Donc, les livres sont de tout un tas de formats, de tout un tas de paginations. Il y a des livres liés, des livres brochés, etc. Mais c'est vrai que du coup, rares sont les maisons d'édition qui sont vraiment facilement identifiables. Il y a aussi le fait que pas mal de maisons d'édition ont vraiment voulu réaliser des beaux objets, etc. Et peut-être se sont un peu déconnectés du lectorat finalement. En perturbant un peu la perception qu'on a du contenu par rapport à l'objet lui-même. Bon, voilà, c'est une scène qui est très, très variée, très, très vivante, mais aussi dans laquelle on peut se perdre. Et, bon, voilà, je pense qu'il y a peut-être trop de choses maintenant, donc c'est pas facile. C'était quoi la deuxième partie de la question? Je suis désolée. Pandémie. Et la pandémie, alors voilà, moi, l'éditeur pour lequel je travaille est aussi libraire. C'est un libraire à Paris qui s'appelle Le Mont en l'air et qui a très, 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 très bien survécu à la pandémie. Donc voilà, c'est une situation qui est un peu particulière, mais par ailleurs, j'ai l'occasion de parler avec beaucoup d'éditeurs, alors encore une fois, de mon réseau. Et ils disent que ça a été, bon, bah, d'abord, il y a eu quand même des aides de l'État. Et ensuite, ils ont un peu ralenti, mais les diffuseurs-distributeurs ont continué à travailler, les librairies sont restées ouvertes. Donc, globalement, ils n'ont pas trop souffert. Je ne sais pas pour les plus gros éditeurs, peut-être Cyril, toi, tu sais comment ça s'est passé pour eux, mais en tout cas, du côté des petits, ça a été. J'ai l'impression que pour les gros éditeurs, ça s'est plutôt bien passé, mais avec disons un effet pervers qui est que ils ont eu tendance à privilégier du coup, tu vois, les grosses sorties, les titres très attendus, et je crois par contre que ça a été vraiment très très difficile, non pas pour les éditeurs mais pour les auteurs, tu vois, qui avaient des nouveautés ou qui sont encore assez peu identifiés du lectorat, parce que là c'est vraiment un moment où effectivement, comme il y avait
pas de possibilité d'aller en librairie pour découvrir, assez peu. Là, je crois vraiment qu'il y a eu des sorties douloureuses ou difficiles ou qui ont vraiment souffert de l'épidémie. Mais par contre, effectivement, d'un point de vue macroéconomique, je crois que les grosses maisons d'édition s'en sont plutôt bien sorties à ce moment-là. Pitao bih sada nešto o scenariju, pre nego što krenem da hvalim vizualni stil i lepotu Zlatnog doba. Ovo je prvi put da sarađuješ sa Roxane Morel, što je sada i jedna divna priča dvoje partnera. Kako je to izgledalo praktično? Ça s'est passé très simplement. Enfin, c'était un travail. Ce travail d'écriture, on l'a fait sur plusieurs mois. En travaillant, en fait, au début, beaucoup en se racontant réciproquement l'histoire. Il y a eu beaucoup de passages par l'oralité, en fait, quand on travaillait sur ce scénario. Et puis petit à petit, quand on commençait à avoir des fragments du récit qui nous semblaient solides, pertinents, etc., voilà, on les collectait. C'était comme de partir à la chasse à la cueillette aux champignons. On récoltait les bonnes idées, on séparait, on enlevait les anciennes. Et puis voilà, petit à petit, on a construit cette histoire à deux, mais ça a été très, très simple. C'est un moment de travail qui a été très, très fluide, en fait. Très, très fluide. Mi ne znamo mnogo o svetu Zlatnog doba. Dijalozi su veoma kratki i ostaje puno toga nedorečenog. Podsjećam pomalo na svet Charles Perrault, ali da li je to namerno i da li čitalac sam treba da zamisli taj svet? Pardon, je prends la parole juste pour dire qu'on n'entend pas, enfin de mon côté, je n'entends pas du tout la traduction, ça a changé complètement de volume. J'entends Pavle, mais je n'entends plus les traductions, donc je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je peux dire en français, nous ne savons pas beaucoup de le monde de l'âge d'or. J'ai vu l'inspiration, par exemple, par le Charles Perrault et les histoires de l'âge moyen, mais il y a un petit peu de dialogue dans tout le bande dessinée. Est-ce que c'est votre intention de ne savoir plus et de le lecteur découvrir le monde dans l'imagination, pas dans les pages eux-mêmes? Bon, c'est toujours une question, un sujet, disons, surtout moi j'en ai pas fait beaucoup, hein, des histoires comme ça qui se passent dans un monde inventé, de savoir qu'est-ce qu'on rend palpable et qu'est-ce qu'on laisse hors champ. Et le hors-champ est extrêmement important en fait pour à la fois parce que c'est pratique, ça évite d'être obligé de résoudre certaines choses et surtout ça évite d'encombrer le lecteur avec des éléments qui sont en fait absolument secondaires. Il est assez peu important dans le récit de l'âge d'or de savoir fondamentalement comment vit toute cette société. Tout ça peut être laissé hors champ, suggéré à demi-mot, mais en fait comme si on prend une comparaison, disons comme dans une pièce de théâtre, je ne sais pas, où on va parler d'une bataille, mais évidemment sans la mettre en scène, et elle s'est passée avant, après, en dehors du plateau, mais pourtant elle est là, et elle est dans l'esprit du spectateur, et on utilise beaucoup ça aussi, évidemment, avec la bande dessinée, et par le simple fait du cadrage aussi, et de la multiplication des cadres, il y a toujours un jeu à utiliser entre ce qu'on montre et tout ce qui est hors du cadre, et après, c'est l'art du récit, et c'est disons, la spécificité de ce langage, d'apprendre à jouer avec tout ça. Et le caractère, il change beaucoup, bien sûr, le Tilda, le caractère principal, elle fait faire une grande transformation et tous les caractères changent en courant de l'histoire. C'était une décision de vous ou c'était la décision des caractères eux-mêmes? Ah, bon,
C'est vrai qu'en fait, je sais que c'est un peu cliché, mais c'est une réalité qu'il y a toujours un moment donné dans l'écriture d'un récit où c'est pas que les personnages imposent quelque chose, mais il y a des éléments qui ne peuvent plus être discutables en fait. Il y a quelque chose, quand quelque chose est posé sur un personnage ou sur un récit, on peut plus lui faire n'importe quoi. C'est au début, oui, au début on l'invente de toutes pièces et tout est encore possible. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui se resserre, mais c'est nécessaire parce que c'est au service d'un, comment dire, d'une tonalité globale qu'on veut garder pour l'histoire et puis même fondamentalement des propos. Le fait est que dans le genre chevaleresque ou de la quête, etc., c'est un élément important que les personnages soient. Bon, c'est un élément en plus classique hein, du récit que un homme ou une femme, est modifié par une histoire. C'est pas d'une grande originalité, mais il se trouve que c'est un élément puissant, mais qui permet aussi comment dire, de prendre le lecteur par la main et de lui faire lui aussi faire un chemin en fait. Et il se trouve que Tilda, elle avait une singularité particulière pour nous quand on l'écrivait, c'est on voulait qu'elle incarne non pas du tout le héros providentiel ou l'héroïne providentielle qui va sauver l'humanité tout entière, mais plutôt la faiblesse des hommes et des femmes lorsqu'ils sont confrontés à un très très grand pouvoir. Et la manière dont le pouvoir, mais d'une manière un peu irrépressible, en fait, peut nous corrompre, tous, moi, enfin, qui que ce soit, en fait, qui que ce soit a dans les mains un immense pouvoir est en très grand danger, en fait. Et c'est ce qui arrive à ce personnage-là. Plus personne ne peut l'empêcher, en fait. Et c'est un très grand danger. Je veux dire quelques mots sur le style visuel maintenant et les influences que vous avez dit dans les interviews que vous avez une grande inspiration de l'art de Bruegel et de l'art de l'âge moyen, les tapisseries et les choses comme ça. Et que sont toutes les inspirations pour le style visuel parce que c'est complètement unique et c'est seulement pas l'art de l'âge moyen, c'est plus de ça. Ben, les inspirations, ce sont vraiment celles que vous avez décrites. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à faire une première version des pages et ça rejoint ce dont on discutait tout à l'heure avec Charlotte. Il y a toujours beaucoup de questions sur le dessin. Moi, je m'en pose, enfin, tout le monde se pose beaucoup de, enfin, quiconque fait de la bande dessinée, je pense, se pose beaucoup de questions sur le dessin, évidemment. Et on a devant soi une multitude de possibles. Il faut faire des choix, prendre des directions. Et parfois, on se trompe, parfois, on se perd. Et là, j'avais du mal à trouver un angle graphique qui permette de restituer quelque chose de l'ordre de l'enchantement. C'est difficile en fait. Enfin, c'est difficile avec le vocabulaire qui est le mien. J'avais du mal à trouver ça. En tout cas, vraiment naturellement, je ne trouvais pas ça dans mon vocabulaire à moi, dans le périmètre de ce que je sais faire. Et dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller voir ailleurs. Alors, on le fait tout le temps, évidemment. Aller voir ailleurs. Quand on est auteur ou autrice, on passe son temps à se nourrir de ce qu'on voit à l'extérieur parce que sinon on s'appauvrit. Mais là, j'en avais besoin en particulier. Et en l'occurrence, c'est Roxane Morey qui m'a incité vraiment à revenir aux sources iconographiques de ce monde-là. On était allés ensemble à Cluny. Enfin, et en fait, c'est toujours pareil. Ce sont des œuvres que je connaissais, mais sans les connaître vraiment. Et là, c'était très très utile de replonger là-dessus, de voir de nouveau comment l'espace était restitué, raconté, d'observer les chromies sur les tapisseries, les contraintes de l'époque qui fait que les teintes étaient limitées et que ça amène des compositions chromatiques très singulières et que du coup moi je pouvais les utiliser. Et puis après, ce qui s'est passé aussi, pour être tout à fait honnête, c'est que une fois que j'ai trouvé une première piste comme ça, bon ben voilà, de nouveau quand même j'ai suivi un peu mon penchant naturel. Et en fabriquant quelque chose. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est comme dans le récit. C'est-à-dire que quand on prend un chemin en dessin, après, il y a, hop, petit à petit, quelque chose se construit qu'on n'a pas forcément prévu. Mais ça se fabrique devant soi. Parce qu'il y a une cohérence qui s'installe. Et puis, petit à petit, on résout cette nouvelle question. Et puis, voilà, ça crée un vocabulaire avec la particularité sur un diptyque comme celui-ci, c'est que le vocabulaire visuel de l'âge d'or, je l'ai posé petit à petit pendant tout le tome 1 et la difficulté que j'avais, en fait, c'était de rester en cohérence avec cet univers visuel pendant tout le tome 2, sans me répéter, sans m'ennuyer. Ça, c'est une difficulté de la bande dessinée, de tenir son rythme. Voilà.
Merci. Juste un petit peu de questions. Alors, vous travaillez, vous faites vos dessins avec la main, avec d'un moyen traditionnel et seulement les couleurs sont digitales. Et aussi la même question est pour Charlotte. Il y a la plupart des auteurs maintenant qui sont seulement digitales. Est-ce que c'est une chose mauvaise ou une chose bonne? Quelle est votre position? Et aussi, si vous faites quelque chose complètement digital, vous ne pouvez pas avoir une exhibition des originales comme vous avez à Zagreb en Croatie maintenant. Alors, qu'est-ce que est votre position sur tout le monde digital dans bande dessinée maintenant? C'est à moi la question ou c'est à Cyril? Tout le deux. Charlotte, vas-y. Alors, il y a plein d'auteurs, oui, qui travaillent. Enfin, maintenant, il va y avoir, bientôt, il n'y aura plus d'originaux. Mais bon, il y a des contraintes financières qui font que, évidemment, c'est plus rapide, plus efficace. Il y a pas mal d'auteurs qui travaillent avec la Cintiq, qui est une tablette graphique très sophistiquée. Et puis maintenant, enfin, bon, après, moi, je dessine pas, mais enfin, il y a toutes les brosses, enfin, on peut vraiment faire des dessins numériques qui ressemblent à des dessins papier. Donc, c'est vrai qu'il y a une technologie qui offre des possibilités vraiment utiles et aussi en termes de gain de temps parce que faire une bande dessinée, c'est long. Et pour plein de gens, ça ne rapporte pas vraiment beaucoup d'argent. Après, ce qui est intéressant peut-être, mais bon, tu en parleras, Cyril, je ne sais pas si toi, tu as déjà travaillé avec une Cintiq, mais enfin, moi, ce que j'ai entendu des auteurs, c'est que ça permettait quand même d'expérimenter, enfin en tout cas d'aller dans des directions dans lesquelles on n'irait pas juste avec le papier. On peut zoomer, on peut changer les couleurs vraiment très, très facilement. Donc c'est vrai qu'il y a probablement il va y avoir des évolutions dans la manière de concevoir, pas juste de réaliser, mais de concevoir les bandes dessinées. Et ça c'est toujours passionnant, les innovations, de voir quel résultat ça va donner, même si on peut déplorer, je pense que les galeristes le déplorent aussi, le fait qu'il y aura de moins en moins d'originaux voilà, dans les temps à venir. Cyril, qu'est-ce que tu penses de tout cela? À peu près la même chose que Charlotte. C'est-à-dire, effectivement, moi, je travaille sur une Cintiq, mais depuis pas très longtemps. Ça fait seulement un an et demi que j'ai vraiment basculé. Avant, j'avais une tablette graphique, mais old school, avec un stylet où on regarde son écran quand on dessine. Et puis, j'ai décidé d'acheter du matériel. Ça a effectivement plein d'avantages, plein de bénéfices. Tous ceux que tu as décrits qui sont... le fait de pouvoir intervenir très très facilement sur les chromis, d'obtenir des résultats esthétiques qui sont quasiment impossible à obtenir à la main. Après, j'ai tendance, moi, à mélanger les techniques parce qu'il y a quelque chose, par contre, qui me manque beaucoup dans le travail digital, c'est l'accident. C'est vrai que quelle que soit la multiplicité des brosses, par exemple, qu'on peut utiliser sur Photoshop, les brosses, c'est vraiment des outils qui permettent d'obtenir des textures différentes dans son image. Et il y en a vraiment une multitude. On peut les fabriquer soi-même, aussi les personnaliser. Mais la particularité de tous ces outils, comme de tous les outils informatiques, c'est qu'ils fabriquent exactement le même signal tout le temps. Alors, ça peut être très, très intéressant et c'est parfois très, très pertinent et très, très utile à utiliser. Mais j'aime bien, en tout cas, ça peut être vraiment aussi très, très utile lorsqu'on dessine à la main d'avoir ce jeu avec l'accident. Cette idée que lorsqu'on prend un pinceau et qu'on le trempe dans de l'encre, lorsqu'on fait un trait, on ne fera jamais deux fois exactement le même trait et parfois même on va se planter, il va se passer des tas de choses qui sont des sources de création très très intéressantes aussi. Mais en la matière, il n'y a vraiment pas de règle, je mets aucune hiérarchie. L'enjeu est vraiment d'abord fondamentalement, d'un point de vue purement esthétique, enfin voilà, quel est l'objet esthétique qui est le mieux qui sera le plus au service de son récit et de son projet dans son ensemble. Et puis il y a effectivement ce qu'a décrit Charlotte, c'est-à-dire des enjeux économiques, de rapidité et même de partage de travail aussi. C'est-à-dire que lorsque une bande dessinée est digitale, il est beaucoup plus facile de travailler avec des collaborateurs ou des collaboratrices. Dans le cas de l'âge d'or, par exemple, j'ai travaillé avec 2 personnes aux couleurs, mais on travaillait en même temps, on se partageait les fichiers. Enfin voilà, ça permet beaucoup de choses et sans aucun doute, et c'est déjà le cas d'ailleurs, je pense que ça va créer des nouvelles directions esthétiques. C'est déjà le cas, hein, vraiment.
Mais là, je pense spontanément, mais il y a beaucoup d'autres auteurs ou autrices, hein, mais je vois le travail que fait Benjamin Adam, par exemple, depuis quelques livres, où il y a vraiment, je trouve, une bascule esthétique très, très, très intéressante. Et lui, parmi d'autres, je pense, vont ouvrir comme ça des voies. Mais après, je pense aussi que malgré tout, le papier restera sans aucun doute encore longtemps un outil, enfin le papier et les outils techniques qui permettent de dessiner sur du papier vont rester encore pendant longtemps des outils opérants. Okay. Les organisateurs me disent qu'on doit demander si quelqu'un, pas moi, tout le temps peut demander une question. Alors, je vais demander s'il y a les questions par les gens qui nous écoutent. Il y a un garçon là-bas, il lit beaucoup de bandes dessinées, je suis sûr pour ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pour la question, monsieur? Voilà. Alors, donc, ma question pour les deux serait… alors, ma question pour les deux… Je crois que le micro est désactivé. Non. Non. Attendez. Ah. Est-ce que vous m'entendez là? Là, on vous entend, oui. Oui, voilà. Donc, ma question pour les deux, c'est est-ce qu'on peut observer, dans une période des derniers 5 ans, par exemple, des tendances bien claires sur le marché et en production en France? Charlotte, c'est à toi. Dans le domaine… J'ai pas entendu, moi, j'ai pas le son. Ah, t'as pas le son? Non. Ah. Les 30 Charlotte, ouais. Charlotte, il faut que tu rétablisses l'audio original dans les histoires de traduction. Mince, du coup, j'ai pas entendu la question. Ouais, refais. La question, c'était est-ce que depuis ces 5 dernières années, tu observes des nouvelles tendances fortes dans le paysage éditorial, voilà. Des mouvements, voilà, tant en production, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un grand mouvement? Alors, moi, je pense que c'est le journalisme en bande dessinée. Hein, là, depuis, c'est quoi, 10 ans, une petite dizaine d'années. Enfin, bon, après, je sais très bien que les reportages en bande dessinée, ça existe depuis plus longtemps. Mais enfin, en tout cas, ces revues-là qui marchent très bien, qui du coup donnent lieu à des maisons d'édition, la petite bibliothèque des savoirs au Lombard, bon, qui s'est arrêtée, mais enfin, qui a quand même eu beaucoup de volume. Mais aussi des collections. Alors ça, c'est plus, je pense que c'est peut-être le plus parlant, c'est-à-dire que c'est des éditeurs généralistes, hein, des éditeurs d'essais ou de littérature, etc., qui vont avoir leur collection de bandes dessinées, de vulgarisation, d'expliquer des choses très difficiles, enfin des choses complexes, donc, du coup, grâce à la bande dessinée, ou alors un éditeur comme La Découverte qui va se mettre à faire de la bande dessinée. Bon, alors c'est de l'histoire ou des sciences humaines aussi, oui. Voilà, bon, donc ça, pour moi, ça, c'est la tendance. Et je pense, je sais pas si c'est pertinent, mais je le compare un peu, en tout cas, à l'autobiographie dans les années 90. Je pense que ça va y avoir beaucoup, et puis ensuite, il y aura moins, mais ça va rester quand même un des secteurs de la bande dessinée. Après, il y a des tendances graphiques chez les jeunes. Moi, je pensais, par exemple, quand tu as parlé des nouvelles manières de dessiner, le discours de la panthère là, de Jérémy Moreau, je ne sais pas si tu as vu passer ça. Et qui est. Donc, il y a beaucoup de filtres Photoshop, mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant graphiquement, mais en effet, c'est très, très lisse. Il n'y a pas d'accident dans cette bande dessinée. Ça me faisait penser à ça quand tu décrivais ça. Après, voilà, je pense que les jeunes auteurs, ils vont aller vers ce genre d'esthétique très, très techno, hein, finalement, mais super chouette. Voilà, c'est réjouissant de voir les nouvelles esthétiques. Ok. Merci. Ça va, j'ai répondu, oui. Ok. Quelqu'un d'autre veut demander une question? Moi, j'ai une question éventuellement pour Charlotte. Okay. Non, c'est une question sur ton travail d'agent. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ce travail d'agent que tu fais avec les auteurs ou autrices de bande dessinée, il s'articule de la même manière que le travail avec les illustrateurs et illustratrices, ou c'est vraiment un accompagnement aussi dans leur travail éditorial, etc. Comment ça se passe? Parce que c'est assez nouveau, cette place d'agent pour les auteurs de bande dessinée.
Ouais, alors en fait, moi, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, donc déjà, c'est des auteurs de bande dessinée qui sont venus me voir pour me demander si je ne pouvais pas les accompagner. Ensuite, ce qui me semblait, donc on a discuté tout à l'heure du statut d'auteur, hein, qui était quand même un peu compliqué pour pas mal d'entre eux et elles. Il se trouve que dans les années 80, les auteurs de bande dessinée, déjà, il y avait beaucoup moins de livres, donc leurs livres se vendaient mieux. Et puis, il y avait la presse spécialisée. Donc, en fait, ils avaient régulièrement des commandes en bande dessinée qui leur permettaient, à la fois, donc, il y avait les commandes dans la presse spécialisée et puis leur travail, leurs livres qui se vendaient assez bien, donc qui leur permettaient de vivre plutôt correctement. Il se trouve que ça s'est complètement étiolé. Et en fait, moi, ce qui me semblait pertinent, c'est d'essayer de trouver des commandes en bande dessinée aux auteurs de bande dessinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un auteur de bande dessinée a de la commande, il va avoir de la commande d'illustration. Sauf que c'est dommage de ne pas utiliser un auteur de bande dessinée pour ses compétences, qui sont des compétences quand même vraiment très particulières, et de lui faire de l'illustration où il va du coup perdre un peu ce qui fait sa spécificité, quoi. Donc, moi, après cette expérience à Topo, je me suis dit qu'il fallait convaincre les collectivités de faire du journalisme en bande dessinée. Donc, c'est-à-dire que les villes communiquent dans les journaux, le journal local, le journal municipal, le journal de la commune, le journal intercommunal, de la région, du département. Enfin, bref, il y a plein de possibilités. Plutôt que de faire un texte avec une photo, face deux pages de bande dessinée. Voilà, ça c'est. Et donc, c'est l'idée de permettre aux auteurs de bande dessinée d'avoir à nouveau des commandes régulières. Et qui remplacerait la presse, la presse spécialisée qui a disparu, quoi, qui n'a pas passé les années 90. Dans l'édition, moi, je ne prends pas de commission sur l'édition, même si je vais donner des conseils d'éditeurs ou des contacts, etc., mais parce que les droits d'auteur sont trop faibles, ça ne représente pas suffisamment. Mais en revanche, j'aide à lire des contrats, parce que souvent, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas très bien faire. Ils n'ont pas forcément les connaissances et puis ils n'ont pas forcément l'assurance non plus. Moi, je représente des jeunes auteurs, des jeunes autrices. D'ailleurs, je tiens à dire que les autrices sont plus combatives en termes de défense de leurs droits. Ça, c'est chouette à voir, quoi. J'ai l'impression qu'à partir du moment où elles ont accédé au statut d'autrice, elles ont pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Donc voilà, donc je les soutiens. Je vais pas, je suis pas agente littéraire, mais en revanche, je vais peut-être conseiller, oui, en effet, sur quel éditeur, où le livre serait le plus à sa place, quoi. Alors, j'ai une instruction de l'organisateur de demander s'il y a une autre question de l'audience. Je vois s'il n'y a pas. Je vais demander seulement une dernière question. Il y a Vites Koja, bien sûr. Evo, mi imamo jedno pitanje, jel se čujemo? Pozdrav svima. Moje pitanje je upućeno autoru Pedrosi. Zanima me, nisam imao preterano veliki kontakt sa njegovim stripovima, sem Zlatnog doba i Tri sene koje su izdate kod nas. Međutim, čitajući Tri sene uvideo sam jednu temu koja je izuzetno bolna, koja bi se retko ko latio da stavi u bilo kakvo umetničko delo, svako bi je, da tako kažem, izbegao. Pa me zanima odakle gospodin Ciril crpi inspiraciju i još jedno pitanje, koji mu je omiljeni strip? Mes sources d'inspiration en général, en fait, pour être tout à fait franc, je fais feu de tout bois, c'est-à-dire que et ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression d'avoir eu une formation artistique au départ qui était très technique, qui passait vraiment par un apprentissage. J'ai fait les arts appliqués avant de faire une école d'animation, et donc c'est vraiment, ça passe vraiment beaucoup plus par l'acquisition d'un savoir-faire technique que par, disons, l'encouragement ou l'accompagnement à trouver son propre moyen d'expression. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû découvrir un peu tout seul. Et pour compenser sans doute un peu ce manque dans mon apprentissage, j'ai toujours tendance à beaucoup regarder partout ce qui se voit, ce qui se fait, pardon, et à puiser
un peu partout dans le travail des créateurs ou des créatrices que je rencontre, que je croise, mais même au-delà du médium de la bande dessinée. Parce que ça m'aide en fait beaucoup à aller plus loin dans mon travail et à ne pas me répéter, et il n'y a rien de plus enthousiasmant que des auteurs ou des autrices qui sont audacieux, inventifs, et parce que c'est extrêmement stimulant et ça redonne beaucoup d'élan. Et alors après, je crois que la question c'était ma bande dessinée préférée ou mes auteurs préférés. Ça, c'est vraiment impossible de répondre. Je peux pas. J'aime des centaines d'auteurs et d'autrices et des centaines de livres, mais donc c'est très compliqué d'en dire quelque chose. Enfin, de mettre en avant quelque chose en particulier. Qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a vraiment emballé? Là, j'ai lu un bouquin par exemple de Ninantico il n'y a pas longtemps, Konyana Bébé, que j'ai trouvé super chouette. Je ne l'avais jamais lu en fait. Je connais Nin depuis pas mal d'années, mais il se trouve que ce bouquin-là, je ne l'avais jamais lu. Et j'étais très, très, très emballé par. J'aime bien par exemple cette manière qu'elle a très, très singulière d'aborder des sujets qui sont souvent en fait très, 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 très profonds, dangereux même parfois, et avec une espèce de vitalité, de légèreté. Très habile, je trouve, voilà. Mais je pourrais, enfin, on pourrait parler de bande dessinée, et Charlotte aussi, je pense, mais pendant des heures, parce que tellement c'est vaste en fait la diversité, la richesse, et à quel point c'est inspirant pour son propre travail. C'est vrai qu'on a énormément de chance en France. Oui. C'est le paradis. C'est le paradis de la bande dessinée, c'est vrai. Oui, de la bande dessinée, bien sûr. C'est un message d'or là-bas. Il y a une autre question ou non? Sinon, Ja mogu bi ja jedno. Ako ima vremena. Bien sûr. Izvolem back. Pa evo za gospodina Pedrosu pitanje, da li vidi sebe u budućnosti da sarađuje sa nekim isključivo kao scenarista, dakle na nekom projektu gde on možda ili nema vremena ili ne može da se bavi crtežom, već da bude autor teksta, a da neko drugi crta, i ima li u vidu ko bi to mogao biti? Crtač koji bi radio po njegovom scenariju. En fait, bon, comme j'aime vraiment écrire des histoires, je crois que ça me plairait beaucoup. Je l'ai déjà fait une fois. J'ai eu l'occasion d'écrire un scénario pour un dessinateur qui s'appelle Nicolas Guignard et pour un livre qui s'appelle Sérum. C'était il y a quelques années de ça. Et après, en fait, je crois qu'honnêtement, mon problème, c'est plutôt un problème de manque de temps dans l'absolu. En plus, je suis toujours très heureux de pouvoir avoir des rencontres, des collaborations. Et puis, en plus, comme beaucoup de choses m'intéressent, ça va parfois même au-delà du monde de la bande dessinée. J'ai l'occasion en ce moment, par exemple, de travailler sur un projet très très particulier. Ce serait trop long d'en parler maintenant, mais avec un ami que Charlotte connaît bien, qui s'appelle Quentin Faucompré. Je travaille sur un projet de spectacle musical avec un artiste qui s'appelle Len Parrott. Enfin, tout ça, c'est des choses qui m'enthousiasment beaucoup. Donc, et j'ai souvent envie de dire oui parce que c'est joyeux en fait de faire tout ça. Et le problème, c'est plutôt le manque de temps. Et alors après, mais là encore une fois, il y a tellement de gens talentueux, si on parle que de la bande dessinée, que c'est impossible de choisir, vraiment c'est impossible, et que ce soit en termes de dessinateur ou dessinatrice, il y a tellement de gens, même surtout qui sont capables de faire des choses dont moi je suis absolument incapable, et ça c'est très très stimulant d'avoir la chance de collaborer avec quelqu'un qui apporte quelque chose qu'on n'a pas soi, et ensemble comme ça de construire quelque chose du coup qui devient singulier pour soi-même, singulier pour l'autre, et même un peu plus grand que nous deux. Enfin, il y a quelque chose de très, très joyeux là-dedans. Encore une autre question? Sinon, j'espère qu'on peut finir cette conversation qui était très, très amusante et très intéressante. Et je pense que quand Cyril arrive finalement en Serbie, ça va être encore plus de conversations comme ça. Alors, je vous remercie de tout et je vais donner à Catherine de finir
tout le programme aujourd'hui. Et bien sûr, merci beaucoup à l'Institut français pour organiser cette incroyable conversation avec tous les deux grands, Cyril Pedrosa, mais bien sûr avec Charlotte qui nous a donné beaucoup d'informations aussi sur le scène française. Alors, Merci, Pavlé. Merci, Pavlé. Et voilà, je remercie encore une fois nos intervenants. Merci à Pavlé, merci à Vuk Markovic d'être avec nous de nouveau pour ces questions. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à dire sur tous les sujets qui ont été abordés ici, à la fois sur les questions d'esthétique, sur les nouvelles esthétiques. On est très attentifs à ça et je crois que vous l'êtes tous aussi. Et attentif à la jeune création qui vient et à ce qui vient faire bouillonner la scène de part et d'autre de nos deux pays. Je pense que ces premiers liens qu'on fait aujourd'hui, tant avec Cyril qu'avec Charlotte, et évidemment avec Pavle et Vuk, sont des premiers jalons d'une collaboration qui peut se poursuivre et qui pourra se poursuivre. Enfin, j'entends aussi dans ce que dit Vuk Markovic que peut-être des envies de commandes pourraient naître de part et d'autre de France et de Serbie. Et c'est vrai qu'il existe beaucoup de jeunes auteurs et de jeunes autrices qui travaillent pour des maisons d'édition en France. Comme dessinateurs et dessinatrices avec des perspectives éventuelles de continuer ce travail et pourquoi pas par des maisons d'édition serbes. Ça serait intéressant de voir des commandes jaillir et voilà, des collaborations se faire. Donc voilà, on est complètement, nous, en tout cas à l'Institut français, très attentifs à ça et avec l'envie de porter aussi ces élans. Donc, comptez sur nous et j'espère que vous pouvez compter les uns sur les autres. En tout cas, je crois que la solidarité et l'attention existent et c'est précieux. Merci encore à toutes et tous. On termine aujourd'hui, mais ces rencontres continuent. Les rencontres des Journées Molières continuent et puis on vous accueille très bientôt de nouveau en Serbie. À bientôt.